collègues, nous ouvrons cette réunion de la Commission des Affaires européennes par une communication de nos collègues Christophe Léonard et Sophie Ronfritsch, excuse-moi, sur la gestion des fonds structurels par les régions. Sujet éminemment, je le pense, intéressant. Voilà, à vous la parole. Monsieur le Président, merci. Tout d'abord, je voudrais excuser ma collègue Sophie Ronfritsch qui participe à une audition dans le cadre de son appartenance à la Commission des lois vers 17h. Donc, elle ne pouvait pas se joindre à nous dans le cadre de cette communication. Je voudrais aussi en profiter pour remercier nos collègues Philippe Cordery et Michel Piron qui ont accepté de modifier l'ordonnancement de cette commission, et ainsi que les collègues Joachim Pueyo et Yves Fromion. Souligner l'excellent travail de notre administratrice, Madame Pauline Bouguy-Lamburger, et puis la excellente collaboration également de Monsieur Guy Chauvin, chef de division, qui a accepté cette modification. Donc cette communication, elle s'inscrit dans le rapport que Madame la Présidente nous a confié sur l'évaluation des politiques régionales, et il nous a semblé pertinent de pouvoir faire un décrochage, d'autant plus qu'il est d'actualité, sur la gestion des fonds structurels par les régions. En effet, aujourd'hui, nous sommes au début de l'acte 3 de la décentralisation et des discussions sur les modalités de la politique de cohésion sur la période 2014-2020. En termes de calendrier, je pense que vous le savez, chers collègues, l'acte 3 de la décentralisation est prévu en validation par le Conseil des ministres à la mi-février, ou disons au courant février 2013. Pour mémoire, l'enveloppe, quels sont les fonds structurels concernés? À la fois, nous avons le FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional, le FSE, Fonds social européen, le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, et le FEAMP, qui remplace le Fonds européen pour la pêche, le FEAMP étant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Qu'est-ce que ça recoupe comme niveau de financement? Le FEDER et le FSE, c'est 14 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Le FEADER, 7,6 milliards, et le Fonds européen pour la pêche, 4,3. Comme vous le savez, aujourd'hui, ces fonds sont gérés directement en région par le préfet de région, en partenariat avec le comité régional de programmation, qui est un organe consultatif qui rassemble à la fois les services déconcentrés de l'État, des représentants de la région et du département, mais la décision de programmation relève essentiellement du préfet de région. Le schéma qui est actuellement en cours d'élaboration dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, c'est d'inverser ces priorités et de faire en sorte que les régions soient la principale autorité de gestion des fonds européens en concertation avec les services de l'État. Alors comment en est-on arrivé là, si j'ose dire? Cela fait suite aux éléments de campagne du président François Hollande, qu'il a rappelé lors de son discours d'inauguration de la foire de Châlons en Champagne, et cela a été acté par un accord signé entre Alain Rousset, président de l'Association des régions de France, et le Premier ministre le 12 septembre dernier. Dans cet accord, il y a un engagement 14, numéro 14, qui dit la chose suivante. L'État confiera la gestion des fonds européens de la prochaine génération aux régions, en particulier en matière de développement économique, de formation, d'innovation, d'aménagement du territoire et de développement rural, afin de renforcer l'effet de levier de l'intervention publique. Des expérimentations seront possibles dès 2013. Dès à présent, l'État associe pleinement les régions à la préparation de la prochaine programmation. Suite à cette déclaration, les autres collectivités locales ont souhaité également, si j'ose dire, participer à la discussion, et notamment Claudie Le Breton, en sa qualité de président de l'Association des départements de France, a rencontré également le président de la République. Et à la suite de cette rencontre, il y a également un engagement de l'État de proposer sur la période 2014-2020, et notamment à compter du 1er janvier 2014, des conventions globales pluriannuelles de gestion du Fonds social européen avec les départements pour les compétences relevant des départements. De la même manière, Michel Desto, qui est le président de l'Association des maires des grandes villes de France, souhaite de son côté que l'ensemble des territoires soient associés à la préparation de la prochaine programmation et appelle à une rénovation de la gouvernance infrarégionale. Alors où en est-on aujourd'hui au moment où l'on se parle?
il y a des débats, notamment au niveau interministériel, sur le maintien ou pas dans le giron de l'État d'une partie de l'enveloppe des fonds structurels. Qu'est-il prévu dans cet acte 3 de la décentralisation concernant le Fonds social européen? Il y aurait un transfert de l'autorité de gestion et d'une large partie des fonds aux régions, une petite partie étant conservée en gestion nationale pour les compétences relevant de l'État, avec délégation de gestion au département. Pour le FEDER, transfert de l'autorité de gestion et des fonds aux régions, à l'exception d'une part mineure conservée en gestion par l'État pour des enjeux nationaux tels que la politique de la ville. Pour le FEADER, il est envisagé une délégation aux régions pour créer des programmes nationaux ou garder une programmation nationale. Pour le Fonds européen pour la pêche, les régions souhaiteraient l'autorité de gestion déléguée, mais a priori c'est de nature à rester au niveau de l'État. En tout état de cause, les arbitrages sont aujourd'hui sur la table du Premier ministre. Et au regard de l'évolution décrite précédemment, le président de l'Association des régions de France, M. Rousset, et les régions en général, considèrent qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ou nous n'allons pas suffisamment loin par rapport à l'accord qui avait été signé le 12 septembre dernier. Et ils regrettent que l'État, et notamment les administrations centrales, fassent forme de mauvais procès en incompétence économique des régions, sentiment qui est d'autant plus exacerbé au regard des débats récents sur la Banque publique d'investissement qui ont montré une forme de réticence à la régionalisation de la banque. De fait, les services de l'État mettent en avant le risque d'une mauvaise gestion et redoutent la partialité des régions dans la gestion de ces fonds. Alors c'est un argument un peu frileux qui se heurte à la réalité à la fois française et européenne. Pourquoi il se heurte à la réalité française? Parce que nous avons actuellement une expérimentation qui est portée par la région Alsace, qui fait ses preuves, et notamment, comme l'atteste le rapport d'audit de gestion d'étape qui a été publié en février 2011 sur la gestion par la région Alsace des crédits européens. Au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui gèrent de façon décentralisée au niveau de leur région les crédits européens et cela ne semble pas poser de problème. En tout état de cause, je m'en référerai et nous nous en référons aux propos de Madame la ministre en charge de la décentralisation, Marie-Lise Lebranchu, qui disait le 6 décembre dernier, il n'y a pas d'un côté un État rationnel et de l'autre côté des élus irrationnels. Un autre argument peut-être également à apporter à votre connaissance, c'est le débat qui ne manquera pas de s'installer au regard du transfert à venir dans l'hypothèse d'une décentralisation en direction des régions, un transfert des personnels des SGAR en direction des régions, mais j'aurais tendance à dire que cette expérimentation a déjà été faite, notamment au niveau des TOS, donc ce sont des choses que l'on sait faire. Cela étant, la question qui serait posée, c'est un transfert de à peu près 1000 à 1500 équivalents temps plein des SGAR vers les régions. En forme de conclusion, ce que nous souhaitons partager avec vous, c'est que l'acte 3 de la décentralisation doit viser à l'efficience de la consommation des crédits européens. Et c'est pourquoi la France doit rechercher la meilleure architecture et donner à chaque échelon les moyens de trouver sa place. Le rôle de l'État au niveau local en serait nécessairement modifié. Le juge de paix doit être, de notre point de vue, la recherche de la meilleure utilisation possible des crédits européens. Le travail parlementaire devra contribuer à atteindre cet objectif et c'est pourquoi nous vous proposons que notre commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale se saisisse pour avis du futur projet de loi sur cette question. Voilà ce que je souhaitais vous donner comme information cet après-midi sur cette question. Le travail qui nous reste à faire pour faire ces éléments d'information, nous avons rencontré à la fois des personnes du secrétariat général aux affaires européennes, également l'ADATAR, l'Association des régions de France et notamment son président, M. Rousset, et nous devons continuer ce travail en rencontrant l'Association des départements de France, l'Association des grandes villes de France et sans nul doute également les conseillers techniques à la fois de Madame Lebranchu et du Premier ministre sur cette question. Merci Christophe. Je vais donner la parole à qui souhaite s'inscrire. Donc Piron, oui. Et puis c'est tout pour le moment. Ouais. Guémard, d'accord. Un mot peut-être de ma part pour commencer. Est-ce que tu ne nous l'as pas dit là, la totalité des fonds structurels n'est pas utilisée en France.
Est-ce que tu peux nous indiquer, parce que tu nous indiques ça, on le sait, mais est-ce que tu peux nous indiquer dans quelle proportion? Alors il faut qu'on... Et peut-être pour quelles raisons, parce que compte tenu des différents fonds, il y a sans doute des raisons différentes, mais est-ce que tu peux nous indiquer... Alors il faut qu'on retravaille un petit peu ce point, mais l'éclairage que je peux vous donner sur la question, c'est qu'il y a un chiffrage qui a été fait, qui est évalué à 2,6 milliards les fonds non programmés. Cela étant, ils ont été intégrés dans le pacte pour la croissance et l'emploi adopté par le Conseil européen des 28 et 29 juin dernier. Donc ils n'ont pas été utilisés, mais ils seront réfléchis dans ce pacte pour la croissance et l'emploi. Ils ne sont pas forcément réfléchis dans notre direction à nous, enfin France. Ils sont dans le pacte de la croissance au niveau européen, parce qu'ils sont remis dans l'enveloppe européenne. Bon, d'accord. Ok. Enfin, j'en conclus quand même qu'ils seront sans doute réfléchis sur la France. Ils seront réutilisés, ça c'est sûr. Bon, d'accord. Michel Piron. Merci, Monsieur le Président. Oui, le débat qui sous-tend la déclinaison FSE, FEDER, FEADER, FEAMP, en réalité percute directement la conception qu'on a de la centralisation ou de la décentralisation. C'est très clair. Et j'entendais ici bien un certain nombre de partages possibles encore entre l'État et les régions, mais les sujets sont effectivement très différents. Je laisserai à Hervé Guémard comment dirais-je, le questionnement sur des sujets manifestement nationaux, voire internationaux. Et là, on n'imagine pas que l'État n'ait pas son mot à dire. Mais en revanche, je dois dire que je suis un peu étonné quand je vois, par exemple, concernant le FEDER, qu'on cite parmi les enjeux nationaux la politique de la ville. Entendons-nous, est-ce que c'est bien de Paris qu'on est les mieux à même d'arbitrer sur une politique d'aménagement du territoire entre le maillage ville moyenne et métropole, par exemple, ou est-ce que c'est pas à l'échelle régionale qu'on est peut-être le plus à même, éventuellement, encore une fois, d'organiser ce maillage territorial et qui pourrait même descendre, qui descend même au-delà des villes moyennes ou en deçà des villes moyennes, jusqu'aux chefs-lieux de canton ou bourgs ruraux qui, encore une fois, permettent un minimum de services de proximité. Je suis très perplexe sur la capacité de l'État, de ce point de vue, à être omniscient et à être capable, en effet, j'allais dire, ça se saurait d'ailleurs et ça se verrait si c'était le cas, à être capable, en effet, d'assurer l'égalité sur les territoires. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'en est éloigné depuis longtemps, si vous voulez, malgré cette prétention, encore une fois, du centre à gérer l'ensemble de la périphérie. Alors, je rebondirai pour terminer en disant simplement que la question de Madame Lebranchu, que vous avez citée à juste titre, comporte en même temps beaucoup d'ambiguïté. Est-ce qu'au fond, cela signifie que c'est la rationalité qui serait partagée entre l'État et les territoires ou l'irrationalité, n'est-ce pas? Je vous laisse répondre. Alors, chers collègues, moi je n'ai pas vocation à parler pour l'État, c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Simplement, moi, trois éléments au regard de ce qu'il y a sur la table, mais encore une fois, le projet de loi, il n'est pas écrit et donc pas validé, donc c'est difficile de dire les choses. Mais ce qui nous a été rapporté, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un contexte budgétaire un petit peu contraint. Et donc, il y a une volonté de la part des administrations centrales de garder une partie des crédits, et notamment dans le cadre de la politique de la ville, pour pouvoir continuer à maintenir des politiques. Donc, je crois que c'est un des éléments de frein sur éventuellement une volonté de décentraliser davantage. Par contre, un autre élément qui fait la compensation, si j'ose dire, un certain nombre de collègues, pour en avoir discuté également avec eux, considèrent aussi à juste titre que la consommation des crédits ou l'utilisation des crédits est disparate au regard des régions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des régions qui consommeraient ou utiliseraient mieux ou davantage parce que plus expérimentés sur le sujet. Et là, considérant que l'État, lui, voilà, par son expertise, finalement, serait éventuellement en capacité de pouvoir consommer ou utiliser de façon équitable à l'échelle du territoire. Donc, nous, ce qu'on a souhaité souligner avec ma collègue, c'est justement, je crois que le travail parlementaire sera important sur cette question, et notamment dans le cadre de cette commission, et c'est pour ça qu'en conclusion, nous vous proposions de se saisir pour avis, afin que les réflexions qui soient les nôtres puissent enrichir le projet de loi. Hervé. Oui, merci Monsieur le Président, et félicitations à nos collègues pour ce rapport très clair sur un sujet effectivement très important. Alors, quelques remarques.
D'abord, une remarque d'expérience, puisque la collectivité que je préside a en quelque sorte co-géré avec l'État pendant plus d'une décennie les fonds structurels européens. Dans leur ancienne version, quand on parlait encore d'objectifs 5B, 5A, objectif 2, et après la dernière réforme des fonds structurels, et quand on s'en occupe, et qu'il y a une véritable symbiose entre les services, en l'occurrence départementaux, les élus et les services de la préfecture, cela marche très bien. Et nous avons eu des taux de consommation très élevés, et pas pour financer n'importe quoi, parce que à l'heure de la nécessaire gestion stricte des dépenses publiques, il ne s'agit pas évidemment de consommer pour consommer. C'est pourquoi sur le registre mais on ne consomme pas assez les fonds européens, ben, je pense que si parfois on ne consomme pas, c'est qu'il n'y a pas à dépenser et il ne faut pas s'en émouvoir. Ça fait de l'argent en moins à la charge du contribuable. Je dis cela parce que sur les crédits de la politique agricole commune, avant la réforme, l'accord budgétaire de 2003, nous avons pu prolonger ce que l'on appelait les plafonds de Berlin, tout simplement parce que nous avions moins dépensé sur les crédits de la politique agricole commune, et c'est comme ça que nous avons pu absorber les nouveaux pays d'Europe centrale et orientale. Donc on sait que sur les fonds budgétaires européens, structurellement, il y a une sous-dépense, et je pense qu'il ne faut pas s'en émouvoir, puisque ça permet ensuite de financer d'autres dépenses. Ça, c'était le témoignage. Alors ensuite, par rapport à ce qui a été dit, je partage complètement ce qu'a dit Michel Piron s'agissant du Fonds social européen et du FEDER, avec la même remarque que lui pour ce qui concerne les crédits de la politique de la ville. Il me semble qu'une décentralisation à destination des régions me semble être le simple bon sens. En revanche, où j'ai une opinion différente, c'est pour le FEADER et le Fonds européen de modernisation de la pêche. Alors, s'agissant du Fonds européen de modernisation de la pêche, nous sommes sur des montants qui ne sont pas très élevés, avec peu de régions concernées en réalité. Et donc, il me semble qu'une unité d'action sur la politique à mener en faveur de la pêche, en liaison évidemment avec les collectivités territoriales et régionales concernées, cela va de soi, me semble être aller de soi, parce que je pense que la taille critique régionale est trop petite pour avoir une vision globale. Ça, c'est pour ce qui concerne la pêche. Pour ce qui concerne le FEADER, moi je pense extrêmement dangereux, c'est pas le mot, mais hasardeux d'avoir 22 compartiments de politique agricole commune différentes. Même si on sait bien que le FEADER ne concerne qu'une partie de la politique agricole, moi je considère que sur ce sujet, après consultation des régions bien évidemment, il me semble qu'on doit laisser à l'État et donc au ministre de l'Agriculture le soin d'orienter les décisions en la matière, parce que on se rend compte que les effets de distorsion de concurrence arrivent très rapidement selon que l'on aide ou pas telle action ou telle production à un niveau différencié d'une région à l'autre. Même si on avait mis des limites à ce degré d'autonomie régionale, on a vu avec la mise en œuvre de la dernière réforme de la politique agricole commune, où il y avait ces marges d'adaptation et de flexibilité régionale, que notamment dans les relations avec la France et l'Allemagne, ça a entraîné des distorsions de concurrence très importantes qui ont pu profondément réorienter les productions. Donc sur ce sujet, moi je demanderais une expertise complémentaire. Et enfin, pour terminer, je pense, comme notre collègue l'a dit, qu'il est important que notre commission se prononce lors de l'examen du futur projet de loi concernant les étapes ultérieures de décentralisation. Daniel Fesquel. Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Hervé Guémard. Et alors, s'agissant de la pêche et du FEAMP, je crois qu'il y a un vrai enjeu. Alors, ça dépasse le cadre de ce rapport, mais je veux quand même le souligner. La vraie difficulté que nous avons sur le terrain, c'est vrai pour la région Bretagne, c'est vrai pour la région Nord-Pas-de-Calais et d'autres régions où il y a des pêcheurs, c'est l'aide que l'on peut apporter concrètement à l'installation de jeunes pêcheurs
et aussi à la création de nouveaux navires. Parce que le gros problème, c'est qu'on a une flotte de pêche qui vieillit considérablement. Nos navires de pêche ont en moyenne de 20 à 25 ans d'âge. Et bientôt, il n'y aura plus de pêche française parce que tout simplement, il n'y aura plus de bateaux de pêche. Or, l'Union européenne permet la modernisation des navires. Ce sont de vieux navires que l'on retape comme on peut. Mais par contre, il n'y a plus aujourd'hui aucune aide à la création de nouveaux navires. Alors, les régions sont confrontées à cette difficulté. La région Bretagne a essayé de trouver des solutions, y compris d'ailleurs avec des établissements bancaires, mais ce ne sont quand même que des bouts de ficelle. Et là, il faudrait pouvoir déverrouiller les choses dans le cadre de la nouvelle politique commune des pêches et dans le cadre du nouveau FEAMP. J'en ai déjà souvent parlé à Frédéric Cuvillier, de façon à ce que l'on puisse, en s'appuyant sur les FEAMP et avec aussi l'aide des régions et des collectivités territoriales, pouvoir enfin aider à la construction de nouveaux navires. Des nouveaux navires qui seraient plus économes en carburant et qui seraient également plus sûrs et qui permettraient aussi de meilleures conditions de vie et de travail à bord. Donc c'est un enjeu majeur, à la fois économique et social. Et d'ailleurs, on marche sur la tête, puisque aujourd'hui, l'Union européenne empêche la construction de nouveaux navires pour lutter contre la surpêche, mais arrive exactement à l'inverse du résultat recherché. Parce que quand on a des navires qui vieillissent, ils consomment de plus en plus de carburant, le carburant coûte de plus en plus cher, et pour pouvoir équilibrer les exploitations, on pêche de plus en plus. Alors on aurait intérêt au contraire à construire de nouveaux navires plus économes en carburant, et puis il faut que les régions puissent aussi aider et soutenir des projets innovants. J'ai un projet chez moi à Étaples-sur-Mer et à Boulogne-sur-Mer d'un navire de pêche avec un moteur hybride. Ces projets sont encore trop rares et ils mériteraient d'être soutenus par l'Europe, par l'État, mais aussi par les régions. Je souhaitais simplement intervenir sur ce point, mais c'est un enjeu majeur et je crois que les régions aujourd'hui sont prisonnières des règles européennes et elles voudraient pouvoir agir, mais elles en sont malheureusement empêchées. Très bien. Sur ces questions de pêche en particulier, nous avons ici à la Commission constitué un groupe de travail. Tu en fais partie. Voilà. Bon, d'accord. Très bien. Y a-t-il d'autres intervenants sur cette communication? Tout le monde en approuve donc les conclusions, d'après ce que j'ai entendu. Voilà, bien écoute, merci de votre travail, à toi et à Sophie. Merci. Oui, il n'est pas chez nous. Alors,